Excellences, Monsieur le Président de la République d'Angola, deuxième vice-président en exercice de l'Union africaine. Excellences, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation. Le terrorisme, c'est un crime abominable contre l'humanité. C'est un cancer en métastase qui ronge l'Afrique. C'est une évidence. Nous devons combattre de toutes nos forces le terrorisme. C'est aussi une évidence. Notre combat contre le terrorisme doit être total et par conséquent, sous toutes ses formes. C'est une troisième évidence. Les évidences ne se discutent pas. On le constate et on se comporte en conséquence. Aussi, devons-nous rappeler que la Convention de l'Union africaine de 1999 sur la prévention et la lutte contre le terrorisme donne une définition officielle dans l'ordre de l'Union africaine, définition globalisante du terrorisme impliquant non seulement le terrorisme idéologique fondé sur un certain internationalisme islamiste, mais aussi son variant politique porté par les groupes armés qui écument plusieurs pays de notre continent, déstabilisent nos États et déciment nos populations. Parmi ces groupes armés, il y en a plusieurs qui sont d'ailleurs alliés à Daesh. À des degrés divers, et à un moment ou à un autre de leur histoire, plusieurs pays africains ont été soumis à la dure épreuve de la criminalité des groupes armés et aux affres des violences leur imposées par eux. Le cas les plus récents sont notamment ceux de l'Éthiopie, du Mozambique, du Tchad. Hélas, nous avons même perdu un chef d'État digne fils d'Afrique, un homme de bravoure. Il est parti. Idriss Déby Itno, je serai encore une fois sa mémoire. Les groupes armés écument particulièrement pour le moment, déstabilisent particulièrement pour le moment les pays des Grands Lacs, dont le Burundi, la Centrafrique, l'Ouganda, le Rwanda et mon pays, la République démocratique du Congo. Il n'est donc pas concevable ni objectivement justifié de parler du terrorisme sans y inclure les groupes armés, sous peine de donner l'impression de leur trouver des excuses et des circonstances atténuantes et de leur conférer une certaine légitimité. Nous devons éviter cet équivoque. Terroristes, intégristes et religieux, et terroristes à motivation politique, voire économique, tous utilisent les mêmes armes, les mêmes modes opératoires, commettent les mêmes crimes et causent les mêmes dégâts. Tous sont à combattre avec la même rigueur. S'agissant particulièrement de la République démocratique du Congo, mon pays, hier, au cours des débats sur les crises humanitaires, j'ai fait état à notre auguste assemblée des attaques graves perpétrées par les groupes armés du mouvement du 23 mars appelé M23 contre les armées de la République démocratique du Congo et même contre les troupes internationales de la MONUSCO dans la province du Nord Kivu à l'est de mon pays. Quel défi à la communauté internationale. En effet, pour ne citer les épisodes les plus récents de ces attaques, depuis le 28 mars de cette année, le M23 a attaqué et occupe jusqu'à ce jour les positions des FARDC dans les localités de Tchanzu, Runyonyi et Sabinyo. Le 8 avril dernier, le M23 a battu un hélicoptère de la MONUSCO, causant la mort à 8 casques bleus de nationalité russe, serbe et pakistanaise. Le 22 mai en cours, il a attaqué de nouveau
les positions des FARDC et une base opérationnelle de la MONUSCO à Shanghai et à Rubona, autour de Rumagabo, en territoire de Rutshuru, causant plusieurs dégâts, dont un hélicoptère de la MONUSCO. En réaction à ces attaques, dont elles ont été l'objet par les M23, les FARDC et les troupes de la MONUSCO se sont défendus et ont repoussé l'ennemi qui s'est enfui vers la frontière avec la République du Rwanda, comme à ses habitudes. Prétextant que des villages de leur pays auraient été atteints par des bombardements venant du territoire congolais, les autorités rwandaises ont décidé, entre guillemets, de réagir, en fait, d'exercer, d'après elles, des représailles. J'en ai eu communication officielle par mon collègue qui m'a appelé, j'étais au Burundi avec le président Tshisekedi et j'en ai eu une communication officielle. Lorsque j'ai informé le président Tshisekedi, il m'a dit ceci: Monsieur le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, dites à votre collègue de demander à mon frère, le président Kagame, de ne pas réagir, d'attendre que je dise au revoir au président Ndayishimiye qui est là, et que quand je vais me retrouver à Nairobi, je vais l'appeler pour que nous puissions examiner la situation. Si tel est le cas, j'en suis désolé, pour que nous puissions agir ensemble dans le cadre de mécanismes conjoints de vérification prévus par le CIRGL et des autres instruments pertinents de la sous-région en pareille circonstance. Ce qui permettrait, c'est le président Tshisekedi qui parle, d'éviter l'escalade qui mettrait en péril les bonnes relations entre nos deux pays respectifs et le processus de Nairobi institué ensemble sous le leadership du président en exercice de la Communauté de l'Afrique de l'Est, son Excellence Uhuru Kenyatta, président de la République du Kenya. Pendant que le gouvernement congolais attendait le rapport du mécanisme conjoint de vérification, déjà activé d'ailleurs par le Rwanda lui-même, et en dépit de cet appel pressant du président de la République démocratique du Congo à l'apaisement et au respect des procédures convenues pour le règlement pacifique d'éventuels différends entre les deux pays, la RDC a été surprise de constater que le Rwanda est passé aux représailles annoncées en pilonnant et en larguant de bombes le 23 mai de 11h à 17h les localités congolaises de Katale, Bavunga et Rumangabo. Du 24 au 25 mai, certaines positions de FARDC et un convoi de la MONUSCO à Kibumba ont été attaqués par les M23, appuyés par les éléments de RDF, à 25 km de la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Et la situation perdure. Au moment où je vous parle, Excellence, Monsieur le chef d'État et de gouvernement, des balles crépitent, des bombes tombent aux alentours de la ville de Goma, qui est coupée de Rutshuru et d'autres territoires environnants. Quoique le FARDC ait récupéré plusieurs localités occupées par les M23 et ses parrains, des milliers de femmes, enfants, personnes âgées et vivant avec handicap, habitant les localités susmentionnées, forcés ainsi à quitter leur domicile, continuent à fuir le combat pour s'abriter ailleurs dans les conditions que vous imaginez. Ceux qui en ont eu le temps ont suivi les images sur les médias internationaux. Les effets militaires retrouvés par les FARDC dans les lieux reconquis, les images détenues par elles, ainsi que les témoignages recueillis auprès de nos populations démontrent à suffisance que le M23 est bel et bien soutenu par l'armée rwandaise. S'il était possible, Monsieur le Président, j'allais vous projeter les images que je viens de recevoir. Il est clair que les actes délibérés des forces rwandaises de défense constituent non seulement des violations graves de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la République démocratique
du Congo par la République du Rwanda, de l'ingérence aux affaires intérieures de notre pays, ainsi qu'une menace réelle pour la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs. Mais ces actes sont véritablement contraires à l'acte constitutif de l'Union africaine et au droit international, contraires à la Charte des Nations Unies. Excellences, Monsieur le Président, Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, ce que je viens de vous exposer ne procède ni du rêve, ni de la surenchère. On ne fait pas de la surenchère sur la vie des hommes. Bien au contraire, c'est du réel, du vrai, de l'actuel, du vérifiable, maintenant, pour ceux qui peuvent le faire. Et pourtant, ce ne sont pas les mécanismes et les voies de dialogue qui manquent pour régler pacifiquement nos différends avec nos voisins, particulièrement avec nos frères rwandais qui partagent avec nous la langue, la culture, les tribus, les communautés. Véritablement, nous sommes des frères. Au demeurant, aussitôt qu'il a accédé à la magistrature suprême, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a entrepris de normaliser et de relancer les relations fraternelles avec tous les voisins de la RDC, partant d'une idée qui lui est chère, idée selon laquelle non seulement aucun des pays de la sous-région des Grands Lacs ne redécidera jamais la carte de l'Afrique, et que, par ailleurs, les liens de sang, des cultures et économiques entre nos peuples, ainsi que les fabuleuses richesses dont regorge notre sous-région, devaient plutôt être capitalisés pour développer nos pays au lieu de perdre du temps à nous faire inutilement la guerre. Entre le Rwanda et la RDC, il existe en effet des accords de partenariat et des mécanismes conjoints de concertation en matière économique, sécuritaire et de défense. Il existe des comités conjoints pour l'échange des renseignements, pour le suivi des forces négatives de deux côtés. Bien sûr, nos frères rwandais allèguent souvent la prétendue collaboration avec les FDLR pour justifier chaque fois les interventions de l'armée en RDC et l'appui au M23. Monsieur le Président, vous tenez à l'heure. Je ne voudrais pas vous ennuyer. J'ai une série d'actes de fraternité accomplis par la RDC pour répondre à ces engagements vis-à-vis du Rwanda. 407 combattants FDLR ont été déjà rapatriés de Bukavu, Sud Kivu, pour le Rwanda. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, en vous ramenant sur le réel, je ne prononce pas, rassurez-vous, un réquisitoire contre qui que ce soit. Et c'est d'autant plus que je sais que cette auguste assemblée des décideurs de notre continent, au plus haut niveau du leadership et de la sagesse africaine, n'est pas un tribunal. Le président Félix-Antoine Tshisekedi et le gouvernement de la République démocratique du Congo ne m'ont pas mandaté ici pour cela. Je voudrais tout simplement, au-delà des convenances diplomatiques, rendre compte froidement des tristes réalités du terrain dans la sous-région des Grands Lacs à laquelle mon pays appartient. Je voudrais tout simplement vous interpeller face aux dangers que représentent les groupes armés dans les pays africains et vous demander d'agir vite et efficacement avant qu'il ne soit trop tard. Dans le même but, la RDC, par ma plume, a saisi le 26 mai en cours le président d'exercice de l'Union africaine, son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal, afin de demander à notre organisation continentale d'assumer ses responsabilités en matière de paix, de sécurité et de règlement des conflits en Afrique. Le Conseil paix et sécurité s'est déjà prononcé sur les activités subversives du M23 qu'il a condamnées fermement. Dès lors,
est-il possible que réunis en sommet extraordinaire ce jour à Malabo pour examiner les questions cruciales de terrorisme, des changements anticonstitutionnels des régimes et des crises humanitaires dont il compte parmi les causes, les leaders de l'Afrique au plus haut niveau de la gouvernance politique restent indifférents ou silencieux à ce qui se passe à cette heure-ci à l'est de la République démocratique du Congo. Serait-il crédible et admissible que l'organe suprême de l'Union africaine, en sommet extraordinaire, ne puisse même pas soutenir les positions courageuses du président de la Commission de l'Union africaine et du Conseil de paix et de sécurité qui ont condamné le M23 de se livrer à nouveau à la violence, lui a intimé lors de déposer les armes et soutenu le processus de paix de Nairobi conduit par le président Uhuru Kenyatta du Kenya dans le cadre de la communauté de l'Afrique de l'Est. Est-il compréhensible enfin que ceux à qui nous, peuples d'Afrique, avons confié notre destin puissent être aujourd'hui aphones et audibles face au feu qui brûle dans une pièce de la grande maison Afrique? À toutes ces interrogations, nous, Congolais, nous disons non. Non, car nous savons que les grands leaders africains que vous êtes présents à ces assises ont prêté le serment de servir l'Afrique et les Africains, et la RDC a confiance en l'OUA, à l'Union africaine. C'est pourquoi la délégation de la RDC soumet très respectueusement à votre souveraine appréciation, Excellence, Monsieur le chef d'État et de gouvernement, les propositions ci-après. 1. Condamner les M23 d'avoir à nouveau repris les armes pour créer la violence et perturber la paix à l'est de la RDC, plus précisément dans la province du Nord Kivu. Lui intimer l'ordre de déposer ses armes, de libérer les localités occupées et de retourner à sa position d'avant les attaques contre les forces armées de la RDC, et cela immédiatement et sans condition. 2. Soutenir le processus de paix de Nairobi dans le cadre de la communauté de l'Afrique de l'Est et inviter tous les États de la région, en particulier les 4 chefs d'État qui ont signé le communiqué de Nairobi le 21 avril et qui se sont convenus sous le plan de paix en application. Inviter tous ces chefs d'État à faciliter la mise en œuvre de ce plan de paix et à s'impliquer activement. 3. Féliciter le président Uhuru Kenyatta, président de la République du Kenya, qui a initié ce processus et lui apporter le soutien de l'Union africaine. 4. En appeler au président Joao Lourenço de l'Angola, Dieu merci, c'est lui-même qui préside la séance, président en exercice de la CIRGL, de prendre les dispositions requises pour que la CIRGL s'implique activement dans le règlement rapide de la crise actuelle au Nord Kivu. Et enfin, 4. Charger le président de la Commission de l'Union africaine, Son Excellence M. Moussa Faki Mahamat, à se rendre dans la sous-région pour transmettre aux chefs d'État concernés les préoccupations de leurs pairs africains réunis à Malabo concernant le développement actuel de la situation à l'est de la RDC. Monsieur le Président des séances, avec toute ma haute considération et m'inclinant devant votre haute autorité, la délégation souhaite ardemment que vous puissiez user de votre sagesse pour que ces propositions soient retenues par vos collègues et figurent dans la déclaration finale. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, quelle qu'ait été leur révolte et indignation, somme toutes justifiées et légitimes, je suis en droit de vous dire que le peuple congolais et ses dirigeants restent ouverts au dialogue.
reste à la disposition de l'Union africaine et des communautés sous-régionales, dont la CIRGL, la Communauté de l'Afrique de l'Est, la CEAC, auquel la RDC et le Rwanda sont membres, ainsi que la SADC, dont d'ailleurs le président de la structure de paix et de sécurité, le président Ramaphosa, à qui j'exprime tous mes respects, se trouve présent parmi nous. Et que toutes ces structures travaillent à une solution juste. La RDC et ses dirigeants sont à votre disposition. Et enfin, je voudrais terminer en partageant avec vos excellences l'interrogation ci-dessous que le président Félix-Antoine Tshisekedi s'est posée en février lors de la conférence diplomatique de Kinshasa, qui est une interpellation pour nous tous. Je cite, « Comment expliquer que ceux qui, à l'autre rive de la Méditerranée et outre-Atlantique, attendez les Européens et les Américains, ne s'appellent jamais frères et sœurs, sont plus solidaires entre eux que nous les Africains, qui nous appelons affectueusement frères et sœurs, mais qui nous combattons souvent. À chacun sa réflexion et sa réponse. Je vous remercie.